sur Orwell. Un jour, dans une librairie de Lille, où je présentais un ouvrage que j'avais écrit sur Maxime Gorky, écrivain que je pensais très connu et très important pour la culture universelle. À l'issue du petit exposé du débat qui réunissait 4 ou 5 personnes maximum, que j'animais, la libraire m'a dit finalement, vous, les universitaires littéraires, vous écrivez des livres passionnants qui n'intéressent personne. Et donc je crois que quand on travaille sur Orwell, on a la chance de travailler sur un livre passionnant qui intéresse tout le monde. Alors moi je suis donc un slaviste, un représentant d'une ère géographique et culturelle totalement différente de la vôtre, mais je peux vous montrer ce truc qui est mon exemplaire d'Orwell, donc il y aura une trentaine d'années et qui est complètement usé tellement il a été lu par moi-même et par ma famille. Donc vous avez la chance de travailler sur un auteur très célèbre qui provoque l'intérêt de toutes les générations. Et donc, je veux dire que je vous envie. Alors, en tant que slaviste, je voudrais signaler votre attention à un livre que certains d'entre vous ont lu, mais je suis sûr pas tous. C'est Nous autres de Yevgeny Zamyatin, qui est un en 1939 à Paris, et qui a écrit un livre qui, on peut dire d'une certaine façon, préfigure 1984. Et il est probable, je ne sais rien, qu'un certain nombre d'idées, d'interprétations puissent naître de la comparaison entre ces deux bouquins, 1984 et Nous autres de Zamyatin. Malheureusement, chez les spécialistes de littérature britannique, je trouve que ce livre russe n'est pas aussi connu qu'il le devrait. Et donc, je vous appelle à le lire si vous n'avez pas encore fait. Voilà. Donc, mon rôle est à présent terminé. Je vais écouter une communication. Après, je vais devoir me sauver parce que j'ai un cours à 10h. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette entrée en Eurasia. Et donc, je vais sans plus attendre ouvrir la première séance de ce colloque, l'identité politique et intellectuelle. Moi, je me bornerai au rôle de Big Brother. Je serai un aiguilleur intraitable, malheureusement, et sans réflexion poussée, je serai dans le dos de chaque intervenant. Et donc, nous avons eu un léger changement de programme aujourd'hui, puis de Walken a eu un empêchement, ce qui fait que, bien volontiers au dévoté, j'ose dire, Olivier Steph, qui est l'organisateur de ce colloque, va nous présenter une communication intitulée George Orwell, l'Empire colonial et l'opinion populaire britannique. Public, excusez-moi. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je suis sans doute doublement non coordonnateur en niveau du temps qui est imparti, parce que je suis organisateur du colloque, d'une part, et en plus, j'ai été contacté par l'agence intérim Manpower de Guinotest hier pour prendre un papier sur cette question-là, puisque effectivement, le colloque n'a pas jugé bon de me prévenir, en tout cas, de son absence aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, la question qui va être posée, en fait, ce que j'ai en face de moi est finalement un article apparaître dans la revue Histoire politique, revue en ligne de Sciences Po. Et alors, c'est très bien, donc je vais essayer de compresser un maximum, ce que je n'ai pas eu trop le temps de faire hier quand quand j'ai effectivement réalisé qu'il fallait que je parle, que je présente un papier à la place de Peter Walken. C'est un papier donc, qui est en français, les citations sont en anglais, j'aurais aimé effectivement pouvoir tout traduire en anglais, mais je n'ai pas eu le temps évidemment. La question qui est posée ici, c'est finalement celle du lien entre Orwell, donc l'empire colonial, et puis l'opinion publique britannique. Alors cette question, donc, notamment la question des liens entre l'empire colonial et puis l'opinion publique britannique, est bien complexe, et en fait elle a suscité l'intérêt des historiens que relativement récemment, vers le milieu des années 80, avec notamment les travaux dont John Mackenzie a été maître d'œuvre dans une collection intitulée Studies in Imperialism, publiée chez Master University Press, donc à partir du milieu des années 80.
Et donc, l'ambition de cette collection est d'offrir une analyse aussi multiforme que possible et des liens multiples, des interactions multiples entre empire colonial et culture britannique. On peut distinguer finalement trois approches de cette question. C'est en tout cas ce que souligne l'historien Andrew Thompson, que vous connaissez assez bien ici à l'île 3. Une approche dite minimaliste, insistant sur la quasi-absence de conscience coloniale chez les Britanniques, résumé par le célèbre adage de l'historien J.R. Seeley, pour qui les Britanniques auraient acquis leur empire dans un accès d'étourderie, le fait of absence of mind. Cette citation est très souvent reprise. Une approche au contraire maximaliste, selon laquelle l'empire au contraire devrait exercer une influence cruciale sur la société britannique dans son ensemble, quelles que soient les classes sociales dont on parle. Une approche que Thompson appelle elusivist, on pourrait traduire par énigmatique, et qui, elle, insiste davantage sur les multiples influences sous-jacentes de l'Empire sur la société, influences qui tendent souvent à renforcer certaines caractéristiques préexistantes, caractéristiques sociales, politiques ou économiques. La plupart de ces caractéristiques sont d'essence réactionnaire, ce qui renvoie finalement à l'association qui est faite par Joseph Schumpeter entre impérialisme d'une part et puis, je cite Schumpeter, l'héritage de l'époque dominé par l'État monarchique. Alors ces trois catégories finalement font référence à des approches d'historiens. Donc effectivement, lorsqu'on parle d'Orwell, on parle de quelqu'un qui était contemporain de l'Empire britannique, mais on est tenté de considérer que Orwell en fait fait sienne une approche doublement minimaliste, déplorant à de multiples reprises non seulement que ses compatriotes aient si peu conscience de ce vaste empire, où selon lui, et c'est le deuxième caractère minimaliste, où selon lui, donc des turpitudes de toutes sortes sont commises en leur nom. Mais alors, il avance également à plusieurs reprises que nombre de Britanniques semblent ignorer jusqu'à l'existence même de cet empire. Voilà, donc là, ce sont les différentes parties que j'ai dans cet article. Bien évidemment, je vais devoir être extrêmement bref. Alors, il y a tout un développement assez classique finalement sur la double déshumanisation à l'œuvre au sein de l'Empire colonial selon Orwell, se basant notamment sur l'histoire birmane. Un des éléments qui m'a intéressé là-dedans, c'est effectivement la façon dont, notamment l'absence de liberté, tant chez les colons que chez les colonisés, est un puissant vecteur de déshumanisation. Et là, on a, à n'en pas douter, donc, une différence fondamentale entre métropole britannique et puis l'empire colonial. Alors, je cite notamment le personnage de Florey dans Burmese Days, qui est obligé de faire l'amer constat que pour lui, effectivement, pour lui et ses semblables, donc, en Birmanie, je cite, free speech is unthinkable, all other kinds of freedom are permitted, you are free to be a drunkard, an idler, a coward, a backbiter, a fornicator, but you are not free to think for yourself. Okay?